Bonjour tout le monde, bienvenue à tous. C'est un plaisir pour nous de vous accueillir ce midi. Je suis Yannick Elliott, vice-président de développement philanthropique à la Fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal. Et je suis très heureux de vous accueillir pour un deuxième midi dans le cadre du mois de février, qui est le mois du cœur. On affirme toujours que la pomme tombe pas loin de l'arbre, tel père, tel fils, telle mère, telle fille. On attribue souvent à l'hérédité une part du blanc pour les maladies qui nous affligent. Mais qu'en est-il vraiment? Dans les prochaines minutes, nous verrons ce que dit la science à propos du rôle de la génétique dans la maladie cardiovasculaire et les bienfaits de saines habitudes de vie selon les différents profils de bagages héréditaires. Nous avons le plaisir ce midi d'accueillir Dr. Marie-Pierre Dubé, directrice du Centre de pharmacogénomique, Beaulieu-Saucier de l'Institut de cardiologie de Montréal. Donc, Dr. Dubé, bonjour. Vous allez avoir une vingtaine de minutes pour une présentation, puis ensuite, on va prendre des questions. Pour ceux qui étaient avec nous la semaine dernière, nous allons vous donner un peu plus d'espace pour pouvoir poser des questions. Donc, il est possible qu'on dépasse un peu le 30 minutes qui était prévu. Donc, Dr. Dubé, la parole est à vous. Merci. Merci premièrement de l'invitation pour vous parler aujourd'hui de ce sujet qui porte sur le fatalisme génétique. Peut-être d'abord, pourquoi je m'intéresse à ce sujet-là? Premièrement, parce que je suis professeure à l'Université de Montréal. J'enseigne l'épidémiologie génétique à l'École de santé publique depuis plus de 18 ans. J'ai formé une cinquantaine d'étudiants en épidémiologie, en bioinformatique et en pharmacogénomique. Et donc ça, c'est un des volets qui fait que c'est un sujet qui m'intéresse. Mais aussi, je suis chercheur à l'Institut de cardiologie de Montréal. J'ai publié plus de 200 articles. Mes travaux sont financés par les IRSC. Et finalement aussi, je suis directrice du Centre de pharmacogénomique où on fait de la médecine de précision. On a une plateforme de génomique de pointe et on travaille dans un environnement de qualité supérieure qui offre, en fait, qui est inégalé au Canada pour offrir des plateformes de génomique dans le contexte d'études cliniques randomisées, comme il s'en fait à l'Institut de cardiologie de Montréal. Pour entrer dans le vif du sujet, d'abord, on va se rappeler que la maladie cardiaque est le tueur numéro 1 au Canada et ailleurs dans le monde, dans la majorité des pays industrialisés. Et cela devant les cancers, plusieurs cancers, les démences. Et malgré les avancées médicales, les grandes avancées médicales qu'on a vues, la maladie cardiaque est toujours très importante et on doit continuer de faire de la recherche. Les facteurs de risque de la maladie cardiaque, on peut les catégoriser comme étant des facteurs modifiables et non modifiables. Chez les facteurs non modifiables, d'abord à gauche, on voit l'hérédité. Évidemment, on est avec notre bagage génétique et ça nous suit tout au long de notre vie. L'âge, on ne s'en sort pas. C'est un facteur de risque pour la maladie cardiaque et le sexe aussi. Donc, les femmes ont tendance à avoir des troubles cardiaques, ça dépend desquels, un petit peu plus tardivement que les hommes. Maintenant, dans les facteurs modifiables, on va considérer ces facteurs pour lesquels il existe des interventions efficaces, qu'elles soient médicamenteuses ou autres, notamment pour le diabète, les problèmes liés au cholestérol, l'hypertension, l'obésité, la sédentarité, le stress et le tabagisme. Alors ça, ce sont des facteurs modifiables sur lesquels on peut agir. Je me suis inspirée d'une étude récente pour vous illustrer l'apport relatif des facteurs prédictifs du risque de maladie cardiaque. Dans cette étude qui est présentée ici de Ahmad, on a comparé l'apport des facteurs démographiques, c'est-à-dire âge et sexe,
aux facteurs socio-économiques et génétiques. Donc, l'âge et le sexe, on l'a vu, ce sont des facteurs non modifiables en gris. Allons voir du côté des facteurs socio-économiques. Ici, les chercheurs ont recensé le niveau d'études, le revenu familial, le milieu de vie, qui sont finalement des mesures socio-économiques qui reflètent des facteurs modifiables. Donc, l'étude n'est pas parfaite, elle a certaines limites dans sa façon de recenser les facteurs, mais ça nous permet de voir l'apport relatif, de comparer la contribution des facteurs génétiques en bleu foncé aux facteurs modifiables socio-économiques en bleu pâle. Et on voit que c'est comparable, c'est à peu près la même contribution. Ça va varier d'une maladie à l'autre, cette contribution génétique-là. Ici, on le voit pour la maladie cardiaque, on a le diabète où l'apport génétique est quand même important. Également pour l'indice de masse corporelle, le poids d'une personne, l'apport génétique est important, donc on peut blâmer nos gènes pour une partie de ça. Cholestérol, si on regarde la contribution modifiable, non modifiable, on le voit en bleu ici. Et un autre exemple qui est différent, qui est fumer la cigarette, qui est une habitude de vie, qui a quand même une certaine susceptibilité génétique. Donc, c'est modifiable, le choix de fumer la cigarette, c'est un choix qu'on fait, mais à quel point c'est difficile pour une personne d'arrêter, par exemple, ou de diminuer sa consommation ou la quantité de cigarettes qui est fumée, il y a une part de ça qui est déterminée par la génétique. Donc, cette étude de Ahmad a certaines limites. C'est une étude récente, en 2022, mais elle illustre bien l'apport relatif. C'est pour ça que je voulais vous la présenter. Mais ce dont j'aimerais vous parler, c'est de comment on va aller mesurer la génétique. Donc, on voit comment on peut mesurer les facteurs modifiables, le diabète, fumer la cigarette, le poids. Bon, clairement, on a une petite idée de comment on fait pour mesurer ça. Mais pour mesurer la génétique, comment on fait? On va aller mesurer les différences entre les individus. Il y a plusieurs technologies qu'on peut utiliser pour faire ça. Il y en a qui sont plus précises, il y en a qui sont plus exhaustives que d'autres, et évidemment, il y en a qui sont plus coûteuses que d'autres. Et il y a une méthode ici qui est devenue très populaire qui s'appuie sur le génotypage, mesurer la génétique par le génotypage. Et ça se fait de façon très simple. On va aller obtenir un échantillon d'ADN de patients ou de participants, des personnes, soit à partir du sang ou à partir d'un échantillon de salive. On va extraire l'ADN de ça et on va suivre un processus automatisé pour aller mesurer l'ADN des personnes. Et par exemple, on peut utiliser des puces de génotypage. C'est des petites plaquettes que vous voyez ici. Et sur cette plaquette-là, on peut tester 8 personnes. On va mettre quelques gouttes de l'ADN extrait avec des réactifs et ça va nous permettre de mesurer 1 million environ de positions dans le génome des individus. Ce qui est remarquable, c'est que les coûts ont chuté considérablement pour cette technologie-là. Ça va coûter entre 50 et 100 $ par patient pour faire un tel test qui se fait en quelques heures, 24 heures, c'est pas très long. Et ça se fait à très haut débit. Donc, un laboratoire comme le laboratoire au Centre de pharmacogénomique, on voit une photo ici de nos instruments, on peut en faire des milliers, 5000 par semaine. Donc, il y a vraiment beaucoup de potentiel à faire ça rapidement. Et comment on peut utiliser ces données de génotypage? On va, entre autres, l'utiliser pour prédire le risque de maladie cardiaque. Et la recherche qui a été effectuée dans les 10 dernières années, incluant par des chercheurs de l'Institut de cardiologie de Montréal, a permis d'identifier des facteurs génétiques qui
sont prédictifs de la maladie cardiaque. Puis, ils sont illustrés ici. On voit pour chaque personne testée deux longues colonnes de points. Et chaque petite ligne dans ces colonnes-là représente des variations génétiques qui peuvent prédire la maladie cardiaque. On a indiqué en rouge les variations génétiques qui augmentent le risque et en bleu, les variations génétiques qui diminuent le risque de maladie cardiaque qui seraient protectrices de la maladie cardiaque. Donc, la recherche nous a permis en comparant des personnes qui avaient la maladie cardiaque à des personnes qui n'avaient pas la maladie cardiaque, d'identifier ces facteurs génétiques-là. Et donc, on en a plusieurs centaines qui sont connus comme ça pour prédire la maladie cardiaque. Et on peut, une fois qu'on les a mesurés, faire la somme des variations génétiques qui sont impliquées dans la maladie pour chaque individu. Et on attribue une valeur positive, on compte le nombre de variants génétiques qui causent la maladie, qui sont associés avec la maladie, avec un score positif et un score négatif pour les personnes qui ont un faible risque de maladie cardiaque. De sorte que chaque personne peut avoir un score unique qui lui est propre. Et si on mesure ce score qu'on appelle un score polygénique, parce qu'il est appuyé sur plusieurs gènes, si on mesure le score chez un grand nombre de personnes, on va voir une distribution, et puis ça ici c'est une courbe normale, avec la majorité des personnes qui vont avoir une valeur moyenne et une minorité de personnes qui vont se trouver dans les extrêmes. Et c'est ce qui est représenté ici dans une étude qui a été publiée en 2018. On voit que la hauteur de la courbe représente le nombre de personnes dans la population. Et la majorité des personnes dans cette étude ont un score qui est situé autour de 0. Le score a été normalisé à 0, centré à 0. Et on a ici, si on regarde à l'extrême droite, on voit les extrêmes, les lignes représentent 8 2 et 0,5 de cette population-là. Et plus on se retrouve à l'extrême droite de la courbe, plus que le risque de maladie cardiaque est élevé. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que pour 8 de la population qui a une valeur de score supérieure à 1,4, pour ce groupe de personnes, le risque de maladie cardiaque est 3 fois plus grand que pour les 92 autres pourcents de la population. Ce qui veut dire que si à gauche là, de la ligne, on a 4 de chances de faire une maladie cardiaque sur 10 ans, bien, de l'autre côté de la ligne, dans le 8 on en aurait 3 fois plus, donc 12 de chances d'avoir une maladie cardiaque sur 10 ans. Tout ça pour dire que le score polygénique, ça peut servir, ça peut être utile pour nous informer du risque de maladie cardiaque. Et effectivement, il y a un certain engouement dans le milieu clinique pour se diriger vers une utilisation de l'information des scores polygéniques pour la prise en charge des patients afin de mieux soigner dans une perspective de médecine préventive qu'on pourrait considérer aussi comme étant une médecine plus précise parce qu'adaptée à chaque patient ou elle est informée en fonction de chaque patient, de la génétique de chaque patient. Et je vous explique pourquoi il y a un engouement, en particulier pour les approches basées sur le génotypage. C'est que si on y pense, à partir d'une seule prise de sang, qu'on ferait une fois dans la vie du patient, idéalement tôt dans la vie du patient, on pourra obtenir un score polygénique, évidemment, pour la maladie cardiaque, comme on vient le voir, mais pour plusieurs scores, et dont en particulier 98, maintenant à ce jour, scores liés à la maladie cardiovasculaire, et plus de 2000 scores différents liés à différents aspects de la santé,
incluant des mesures lipidiques, des cancers, des troubles neurologiques, la réponse aux médicaments, et ainsi de suite. Donc, on s'intéresse à cette approche puisque une seule prise de sang peut offrir cette gamme d'informations qui peut même être mise à jour avec l'avancement des connaissances scientifiques. Donc, le test génotypique qu'on a fait peut être revisité dans le temps au fur et à mesure où on développe des nouveaux scores, au fur et à mesure où on améliore les scores polygéniques. Et bien, ça offre un immense potentiel clinique. Donc, je reviens à cette étude de Hamad, puis pour qu'on se rappelle que la composante génétique ne représente qu'un seul type de facteur impliqué dans la maladie, et parce que je veux en venir au sujet d'aujourd'hui, qui est le fatalisme génétique. Donc, il y a la part génétique qui est non modifiable, mais il y a les autres facteurs qui sont modifiables. Et comme l'a dit Boris Cyrulnik dans un discours sur le fatalisme génétique, pour comprendre un individu, il faut considérer la transaction entre ce qu'il est et ce qui est autour de lui, c'est-à-dire son environnement, mais aussi ses habitudes de vie. Donc, pour la maladie cardiovasculaire, il y a de nombreux facteurs modifiables qui entrent en jeu, entre autres une alimentation saine, l'activité physique, le sommeil, la qualité de l'environnement social, etc. Et il y a une étude importante qui a été publiée dans le New England Journal of Medicine. Vous le savez sûrement, c'est un grand journal médical. Cette étude a été publiée en 2016 et selon moi, c'est une étude qui nous parle beaucoup et qui a inspiré plusieurs études par la suite et qui a fait la démonstration de l'impact des bonnes habitudes de vie sur le risque de maladie cardiaque relativement au risque génétique. Et dans cette étude, les auteurs ont quantifié ou qualifié les bonnes habitudes de vie selon 4 critères. L'activité physique, une bonne alimentation, donc c'était des questionnaires où ils s'assuraient que le patient mangeait un certain apport de nourriture saine, l'absence d'obésité et ne pas fumer la cigarette. Donc, ils ont construit un score basé sur ces 4 habitudes de vie-là et ils ont attribué un score de bonnes habitudes de vie à chaque personne dans l'étude. Même chose pour la génétique. Ils ont attribué un score polygénique, comme on vient de le voir, de risque de maladie cardiaque à chaque personne dans l'étude. Et c'est une très grande étude qui est basée en réalité sur 4 grandes cohortes observationnelles, donc très robuste comme évidence qui peut être tirée de cette étude. Et voici ce qu'on voit. Donc, les résultats de l'étude ont démontré que peu importe la catégorie de risque génétique où un individu se situe, on voit ici faible risque génétique, intermédiaire ou haut risque génétique. Peu importe cette catégorie-là, les bonnes habitudes de vie diminuent le risque d'événements cardiaques sur 10 ans. Donc, on voit ici 3% d'événements cardiaques sur 10 ans chez les individus qui ont un faible risque génétique et de bonnes habitudes de vie. Chez ces mêmes individus avec un faible risque génétique, ils ont vraiment gagné la loterie, ils ont de bons gènes qui les protègent bien des risques de maladie cardiaque. Bien, s'ils avaient de mauvaises habitudes de vie, ils avaient beaucoup plus de risques d'avoir un événement cardiaque. Allons voir à l'autre extrême, les personnes qui sont à haut risque génétique. Eux, ils n'ont pas été chanceux dans la loterie génétique et ils ont reçu un petit peu plus de facteurs génétiques, les prédisposants à plus d'événements cardiaques sur 10 ans. Donc, on voit ici que le nombre d'événements cardiaques sur 10 ans,
5,7 % avec les bonnes habitudes de vie, qui est une nette amélioration de 10,5 pour les individus qui n'avaient pas de bonnes habitudes de vie. Donc, ce qu'on conclut, c'est qu'on peut réduire le risque d'événements cardiaques sur 10 ans avec les bonnes habitudes de vie, et ça, peu importe la loterie génétique. C'est ce qu'on conclut ici, que les bénéfices des bonnes habitudes de vie s'appliquent à chaque catégorie génétique. C'est pour ça qu'on peut se permettre de dire que le fatalisme génétique, ah, moi j'ai des gènes pas bons, ben c'est pas valable parce qu'on peut améliorer son sort, peu importe notre situation de départ. Et cette indépendance entre l'effet génétique et l'effet des bonnes habitudes de vie, qui a été démontrée dans cette étude en 2016, ça a été observé dans plusieurs autres situations. On l'a vu ici, à chaque fois, on voit l'apport positif, donc un bénéfice des bonnes habitudes de vie, peu importe la catégorie de risque génétique, que ce soit pour les accidents vasculaires cérébraux, la démence, le cancer du sein, le diabète, l'obésité, la dépression et plein d'autres. Il y a eu vraiment une foule d'études qui se sont penchées sur cette même question et ça confirme à chaque fois ce qui est vu. Et pour terminer, je voudrais faire une petite parenthèse sur un sujet qui m'a été amené par Éduc-Alcool le mois dernier, afin de souligner le mois de février sans alcool, et qui porte aussi sur les notions de fatalisme génétique qui sont aussi très présentes pour ce qui est des troubles liés à l'usage de l'alcool, anciennement appelé alcoolisme. Ces troubles, évidemment, ont des conséquences importantes sur la santé des personnes qui en souffrent, mais aussi sur la société et les proches. Et la recherche a démontré que la génétique explique la moitié du risque de développer un trouble lié à l'usage de l'alcool, alors que l'environnement va expliquer l'autre moitié. L'environnement ici étant en grande partie dû au comportement acquis des individus. Et ce n'est pas tout. Les méfaits de l'alcool sur la santé sont aussi importants et vont aller impliquer le foie, les cancers, les maladies cardiovasculaires. Et il y a une susceptibilité génétique également à souffrir de ces conséquences de l'alcool, c'est-à-dire à consommation égale. Ce n'est pas tout le monde qui est au même risque d'en souffrir des conséquences sur la santé. Et pour cet aspect lié à l'usage de l'alcool, la génétique explique 30 % du risque. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas les mêmes gènes que les gènes qui sont liés aux troubles liés à l'usage. Les gènes qui sont liés aux conséquences sur la santé sont différents. Et comme ce qu'on a vu relativement aux bénéfices des bonnes habitudes de vie sur la santé cardiovasculaire, les interventions apportent un bénéfice dans la prévention des troubles liés à l'usage de l'alcool, peu importe la catégorie de risque génétique dans laquelle va se trouver une personne. Donc, on peut dire que le célèbre slogan d'Éduc-Alcool, la modération a bien meilleur goût, est effectivement vrai pour tous, peu importe la catégorie de susceptibilité génétique. Pour conclure sur le fatalisme génétique, j'espère avoir su vous démontrer que les facteurs modifiables, notamment les bonnes habitudes de vie, contribuent à prévenir l'apparition et la progression de la maladie cardiovasculaire, et ça, peu importe le niveau de risque génétique. Et on peut donc mettre une croix sur la posture fataliste qui dirait « À quoi bon les bonnes habitudes de vie? C'est de famille chez moi, je vais continuer à fumer, je ne vais pas faire de diète. » On peut aussi mettre une croix sur la posture d'annulation qu'on appelle le cancel culture, qui dirait la génétique n'a rien à voir là-dedans, c'est juste les bonnes habitudes de vie. C'est faux. La génétique a quelque chose à voir là-dedans et le message basé sur la science nous dit qu'il est possible de prédire
le risque de maladie en se basant sur la génétique et que les interventions sont utiles pour tous. Alors là-dessus, je termine et merci de votre attention. Merci beaucoup, Dr. Dubé. J'invite les gens à écrire des questions dans les boîtes de discussion, dans les chat box. On a déjà 2 questions qui ont été écrites. Donc, la première, y a-t-il une différence si une personne améliore son hygiène de vie à un jeune âge comparé à un changement à un âge plus élevé, exemple 40 ans versus 60 ans? Je pense que ça va dépendre de quelles conditions il est question, puis de quelles mauvaises habitudes il est question. Il y a des différences. Je sais que pour le surpoids, il y a certaines particularités. Pour la cigarette aussi, il y a d'autres particularités. Mais je pense que de façon générale, on peut dire que moins on est exposé à ces facteurs nocifs, mieux c'est sur la santé. Donc, est-ce qu'il y a une situation d'un facteur de risque qu'on pourrait faire jusqu'à un certain âge pour profiter de la vie puis ensuite arrêter? Je ne crois pas qu'on ait une évidence en ce sens. Parfait. Autre question. Est-ce que vous conseillez de faire un test génétique pour un individu qui a déjà eu un infarctus? Tout à fait. Donc, le test génétique, comme on l'a dit, ça peut informer sur le risque d'infarctus, mais sur le risque de toutes sortes de formes de maladies, qu'elles soient cardiovasculaires ou autres. Et puis, je pense que ça peut être révélateur de susceptibilité, puis on peut à ce moment-là prendre des décisions personnelles pour faire soit un suivi plus rapproché pour des choses qu'on n'aurait pas soupçonné être susceptibles à développer. Puis moi, je pense que c'est indiqué. Les raisons pour lesquelles on pourrait faire attention puis se dire peut-être qu'il vaut mieux pas tester la génétique, pas révéler d'informations. Je pense qu'il y a cette espèce de notion qui, selon moi, est mal informée, ou on n'a peut-être pas assez d'informations dans la société par rapport à ça, mais est-ce que c'est dangereux de faire un test génétique? Personnellement, je ne crois pas. L'information est conservée de façon sécuritaire, du même ordre qu'on peut donner de l'information à notre banquier, on donne l'information à gauche, à droite. L'information génétique, c'est pas fataliste, on l'a dit. Donc, c'est pas parce qu'on a un variant génétique qu'on va absolument avoir une maladie. Non, ça fait juste augmenter les chances légèrement, un petit peu plus que comparé à d'autres personnes. Il y a autant d'informations qu'on peut obtenir à savoir si quelqu'un fume la cigarette ou non par rapport à son risque de maladie cardiovasculaire. Puis la génétique, c'est juste une autre dimension et c'est pas plus fort l'information qu'on obtient que de savoir si quelqu'un fume la cigarette ou non. Donc, est-ce que le risque est là? Oui, mais est-ce qu'il y a eu de l'abus de cette information-là? Très peu d'évidence. À ce jour, beaucoup plus de bénéfices que de tort. Que de tort, oui. De toute façon, idéalement, si tout le monde avait un test génétique, ce serait idéal parce qu'on aurait de l'information pour tout le monde qui permettrait d'avoir une meilleure lecture de la situation pour chaque individu, j'imagine. Oui, c'est ça, on gagnerait en précision. Le jour où on va avoir de l'information sur tout le monde, pas juste les personnes qui sont à risque ou inquiètes, mais vraiment chez tout le monde, on va pouvoir mieux calibrer nos estimés de risque. Ça va être moins biaisé, effectivement. Je pense que c'est quelque chose qu'on va voir dans la médecine de demain. Certains voudraient que ce soit maintenant. Je pense que maintenant, on peut le faire. Par exemple, à l'ICM, il y a un projet qui est en développement pour faire ça, implanter les tests polygéniques dans un contexte de recherche prochainement. D'après moi, dans 5 ou définitivement 10 ans, l'information génétique va faire partie du dossier médical. Vraiment, tout le monde, ce n'est pas juste l'Institut de cardiologie de Montréal, le monde de la médecine s'oriente vers cette approche. C'est peu coûteux et il y a énormément d'informations qui peuvent être utilisées de ça. Parfait. J'ai plusieurs autres questions. Donc, prochaine question. Est-ce que le test sanguin LPA est un bon indicateur de facteurs de risque de maladie cardiovasculaire? Alors, le test sanguin LPA, à ce moment-là, ça va mesurer une lipoprotéine. Ce n'est pas de la génétique qui est mesurée.
On mesure des biomarqueurs. Donc, les mesures de biomarqueurs dans le temps, que ce soit LPA, cholestérol, etc., c'est très utile cliniquement parce que ça représente où se situe un patient ou une personne maintenant. Puis si la personne change ses habitudes de vie, on peut reprendre une prise de sang pour regarder ces biomarqueurs-là et voir si on a eu un gain. On peut voir l'effet du changement d'habitude de vie. Donc, il y a une grande différence entre mesurer des biomarqueurs et mesurer la génétique. La génétique, elle est fixe. Donc, on peut la mesurer une fois, puis ça va durer, l'information va pouvoir être exploitée pour une très longue période de temps à vie. Tandis que les biomarqueurs, c'est à répéter, mais ils sont très utiles parce qu'ils révèlent ce qui se passe maintenant chez le patient. Parfait. Que pensez-vous du verre de vin chaque jour? Du verre de vin rouge, pardon, chaque jour? Moi, personnellement, je préfère le blanc. Mais qu'est-ce que je pense de cette verre-là? La modération a bien meilleur goût. Je pense que les études ont démontré que l'alcool a des effets néfastes sur la santé, pas juste la santé cardiovasculaire, sur plusieurs aspects de la santé. Et il y a eu comme une vague de publications il y a 10 ans à peu près où on disait un petit peu de vin rouge, c'est bon pour la santé cardiaque. Il faut faire attention à ces études-là parce qu'il y avait des biais importants dans les études. Je pourrais vous en parler plus longuement, là, mais le biais est le suivant. Le vin rouge, ce n'est pas tout le monde qui a accès au vin rouge, on s'entend? Il y en a qui ont accès à de la bière, il y en a qui ont accès au gin, il y en a qui ont accès au vin rouge, au champagne, au vin rouge. Et dans les études, le statut socio-économique n'était pas nécessairement complètement contrôlé dans les études observationnelles et on pense qu'il y a un effet résiduel du statut socio-économique qui a été mesuré dans cette habitude de prendre un verre de vin rouge qui pourrait qui déteint sur les résultats positifs qu'on a observés. Donc, c'est encore un sujet qui est débattu dans la littérature. Est-ce qu'un verre de vin rouge, c'est mieux que 0 verre? C'est pas tranché encore, c'est pas clair. Et puis la génétique a tendance à indiquer que la meilleure condition, c'est 0 alcool. Question suivante. Est-ce utile d'utiliser ces tests pour les personnes adoptées qui ne connaissent pas leurs antécédents? Oui. Ça peut être une très bonne solution. En fait, oui, je n'avais jamais vu de cette perspective-là. Souvent, ce qu'on voit, c'est des gens qui vont prendre part à des outils comme Ancestry.com ou 23andMe pour essayer de retrouver des membres de leur famille. Mais effectivement, ça mis à part pour voir les antécédents médicaux ou les risques médicaux, oui, ça peut être utile. Peut-être, petite parenthèse, je n'ai pas mis beaucoup l'accent là-dessus, mais les tests génotypiques comme ceux que je viens de présenter, qui sont peu coûteux, donnent un aperçu en survol des risques génétiques. Si on veut savoir, par exemple, si on a une mutation très rare pour un cancer du sein ou pour un cancer d'autre chose, à ce moment-là, on prendra une autre technologie qui est un petit peu plus coûteuse, mais qui peut trouver des mutations spécifiques, plus rares. Et là, on aurait un autre niveau d'information médicale qui serait légèrement différent. Mais pour ce qui est des scores polygéniques, la méthode que j'ai présentée, peu coûteuse, c'est la meilleure approche. Parfait. Là, il y a plusieurs questions. Là. Je pense qu'il y a un intérêt pour avoir les tests. Donc, où et par qui on pourrait avoir la prise de sang pour avoir notre score polygénique? J'ai une autre question qui est un peu dans le même ordre. Comment participer à votre étude car il y a là un risque génétique dans ma famille? 2 frères ont eu des problèmes à 63 ans. Donc, je vais regrouper ces 2 questions-là, mais... Oui, donc pour tout ce qui est recherche, participer à la recherche, je pense que la meilleure porte d'entrée, c'est de prendre part à la biobanque de l'Institut de cardiologie de Montréal. Donc,
on peut à ce moment-là être recruté dans des sous-études. L'étude des scores polygéniques dont j'ai parlé, elle est en train de se faire. Moi, je pense qu'on va pouvoir aller sur le terrain dans l'année, d'ici la fin 2022, et puis on va annoncer, probablement qu'on va faire une grande annonce sur la page web recherche de l'Institut de cardiologie de Montréal pour recruter des volontaires. Ça, c'est pour ce qui est du volet recherche. Maintenant, si vous êtes curieux, puis si vous voulez le faire, il y a d'autres approches. Il y a des commerciales qui offrent ça. Certains n'aiment pas vendre, entre guillemets, leur ADN à ces compagnies-là, mais sachez que ça existe. Des compagnies comme 23andMe, 23 et moi, vont l'offrir. Donc, avec un échantillon de salive qu'on envoie par la poste, on peut avoir des indicateurs de risque de maladie. Ce n'est pas complet, mais c'est un divertissement scientifique d'une certaine façon qui peut être une première entrée dans le sujet. Une autre question. Est-ce que le virus de la COVID peut temporairement venir fausser certaines données actuellement à l'intérieur du test? Oui, c'est ça. Donc, non, le virus de la COVID, il ne va pas modifier ce qu'on obtient de la salive. En fait, quand on prend un échantillon de salive, par exemple, il y a plusieurs organismes et, et choses qui se retrouvent dans l'échantillon de salive, puis on arrive à bien extraire l'ADN humain de cet échantillon-là. Et puis, on n'a pas, le virus de la COVID ne modifie en rien. En fait, on a fait une étude qui portait sur des participants qui ont pris part à une étude sur la COVID, qui était l'étude Col-Corona, qui est menée à l'Institut de cardiologie de Montréal. Et dans mon équipe, on a fait la collecte de l'ADN des participants pour voir s'il y en avait qui répondaient mieux ou moins bien aux médicaments qui étaient testés. Et on a eu des résultats intéressants qui sont publiés, si jamais ça vous intéresse. Mais aussi, tout ça pour dire qu'on n'a pas eu de problème du tout à extraire l'ADN de l'échantillon de salive. Et même chose pour le sang, il n'y a pas de problème. Parfait. J'ai une question. Est-ce que ce serait recommandé de prendre le supplément d'oméga 3? Bien, pour ce qui est de prendre un supplément d'oméga 3, pour vous, dans votre situation, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais en général, oui, c'est recommandé. Moi, je vous inviterais à en parler avec la personne qui vous suit, votre médecin ou nutritionniste, pour voir si effectivement c'est approprié dans votre cas, mais ça contribue à une bonne alimentation, effectivement. Est-ce que les généralistes sont favorables à ces tests de génotypage? C'est une très bonne question. Oui. En fait, je pense qu'il y a un intérêt parce que c'est nouveau. Puis il y a une espèce de potentiel à découvrir, je pense, qui est valide pour tous, tant le patient que le personnel soignant. Je pense que ce qui peut faire peur des fois, c'est comment interpréter un résultat. Donc, on voit de plus en plus des gens qui vont faire des tests génétiques commerciaux avec différents outils qui sont disponibles en ligne, qui se présentent chez le médecin avec leurs résultats disant « Ah, ben moi, je suis à risque du cancer de la prostate, je voudrais un examen plus rapproché ou cancer du sein, qu'est-ce que je fais avec ça? » C'est là où, des fois, il y a certains médecins qui ne sont pas nécessairement outillés pour faire le suivi. Mais de plus en plus, puis je vous dirais, d'ici la période prédite, dans les 5 à 10 prochaines années, je pense que ça va être bien reçu. Ça va rentrer de plus en plus dans les us et coutumes. Exactement, oui. Je vais prendre peut-être 2 autres questions. Donc, j'ai entendu que prendre un jus de raisin rouge avait le même effet que le vin rouge sans alcool. Ben, peut-être. Je ne suis pas experte en nutrition, mais je pense qu'on fait référence ici aux antioxydants qui se trouvent dans le raisin. Puis si c'est le cas, j'imagine que les antioxydants sont tout aussi présents. Mais je ne suis pas nutritionniste, donc je ne veux pas trop me prononcer. Mais en général, le raisin, ça me paraît un bon aliment sain. Dernière question. Dans un monde idéal, ce qu'on se dit, c'est que le score polygénique pourrait être fait dès la naissance d'un bébé dans un 10 ans, par exemple. Donc, à la naissance, il y aurait le score, puis ça permettrait d'avoir
un peu la prédiction pour les années qui viennent? C'est une excellente question. Donc, il y a des tests de dépistage génétique qui se font à la naissance au Québec. Ça se fait avec on pique là, les orteils du bébé, puis on met ça sur un petit papier, c'est envoyé par la poste, puis on fait des premiers tests de dépistage. Ça se fait pour certaines maladies pour lesquelles on doit intervenir très tôt après la naissance pour éviter les conséquences de la maladie. Maintenant, ce qui est recommandé, c'est que pour tout ce qui est prédiction de maladie qui va se présenter à l'âge adulte, on ne recommande pas de faire des tests chez les mineurs. Pourquoi? Parce que ça peut avoir un impact sur leur développement. Puis ça peut... Imaginer une petite fille de 7 ans qui a son test génétique puis qui se fait dire qu'elle a 60% de chance d'avoir le cancer du sein. Mm-hmm. Ben, cet enfant-là grandirait avec cette notion de ah, ben moi, est-ce que je fais une mastectomie ou pas? Puis cette espèce d'exposition à une décision qu'elle n'est pas nécessairement prête à faire. Puis c'est pour ça que c'est prescrit. On ne devrait pas proscrit, on ne devrait pas faire des tests comme ça aux mineurs. Et puis, donc, on attend à 18 ans, même pour tout ce qui est 23andMe puis les tests commerciaux. Moi, je ne l'encourage pas, il y en a qui le font, là, mais moi, je n'encourage pas ça pour les enfants. Ça devrait être une décision qu'ils prendront à l'âge adulte. L'âge adulte, oui. Oui. Merci. Il y a plusieurs donateurs qui sont avec nous ce midi. Comment, justement, les dons qui sont faits à la Fondation de l'ICM vous aident à réaliser concrètement votre travail? De plusieurs façons. Merci pour la question. Je m'attendais à cette question-là. De plusieurs façons, au Centre de pharmacogénomique, on a bénéficié beaucoup du support de la Fondation au fil des années, ne serait-ce que, bien, vous savez que le Centre de pharmacogénomique, on est dans un environnement à but non lucratif. Nos budgets, nos dépenses, nos entrées, nos dépenses doivent arriver juste à chaque année. C'est extrêmement difficile. On travaille avec des projets puis des instruments très coûteux. Et puis, donc, ne serait-ce que juste pour nous aider à fonctionner, ça a été extrêmement utile. Mais aussi par l'achat d'instruments pour faire du génotypage. On a eu un très beau cadeau l'année dernière qui est un séquenceur de nouvelle génération. C'est un instrument coûteux qui coûte plus d'1 million de dollars qui permet de séquencer, de regarder tous les nucléotides de l'ADN, le génome entier des parents, des patients, ce qui est beaucoup plus précis que l'approche de génotypage que je vous ai présentée. Et avec cet instrument-là, on peut faire des projets vraiment extrêmement innovants. Ça nous a permis d'aller chercher une grande subvention de recherche pour, entre autres, étudier les protéines. Vous allez me dire, c'est quoi le lien entre les protéines puis la génétique? C'est qu'on exploite la technologie de génotypage pour quantifier à haut débit les protéines en circulation dans une prise de sang. Et donc, c'est un test qu'on est en train de déployer. Le test s'appelle Olink et on va mesurer 3000 protéines dans 2 microlitres de sang par patient qu'on peut aller collecter par la poste. C'est vraiment, donc, ce que ça nous permet de faire, ça nous permet de faire la recherche maintenant qui va dicter la médecine dans 5 à 10 ans. Donc, on fait la recherche de la médecine de demain. C'est à ça que ça sert en grande partie.